Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Feel Good sur Fusion TV. J'ai le plaisir de vous retrouver et d'accueillir avec nous Monsieur Julien Jacques. Julien, bonsoir. Bonsoir Céline, merci de me recevoir. Bienvenue. Merci. Alors, Julien, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, on va dire, que je qualifierais d'inhabituelle, celle du bonheur au travail, puisque d'habitude, on entend parler du bonheur dans le projet de vie, les projets de famille. Et aujourd'hui, on va se positionner dans le milieu professionnel. Mais avant d'y parvenir, est-ce que tu pourrais te représenter, Julien, même si tu es un habitué de nos plateaux, mais te représenter rapidement? Alors, je vais me présenter simplement, hein. Je travaille à la sécurité sociale. C'est important de rappeler ma fonction. Donc, je suis ingénieur au conseil régional et ma fonction est de promouvoir en Martinique la prévention et la promotion de la santé d'une façon générale en matière de santé publique, mais aussi promouvoir près de la prévention de tout ce qui impacte la santé dans le milieu du travail. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on aborde les sujets, pour qu'ils soient attractifs, hein, de plus en plus, Mhm. on les aborde toujours de façon très positive. Et avant, quand on parlait de prévention, on utilisait des images très fortes, choquantes, etc. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à ne pas vouloir faire effrayer, mais à parler des choses de façon positive. Mm. Voilà. Très bien. Alors, donc, nous allons parler justement d'une chose positive, Mm. donc celle du bonheur dans le milieu professionnel. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une définition du bonheur dans le milieu professionnel? Est-ce que c'est possible ça? Alors, c'est vrai que la notion de bonheur, c'est un ressenti. Mm. C'est quelque chose qui est pas très définissable, qui est plutôt lié aux émotions, Mm. à quelque chose que l'on peut. On est dans le perçu, on est aussi dans l'instant. Et en fait, le bonheur n'est pas vraiment défini aujourd'hui par rapport. Et il a du mal aussi à se définir par rapport au travail. Par contre, ce qu'on va retrouver comme définition principale, c'est celle de l'Organisation Mm. mondiale de la santé qui définit le bien-être. Mm. Et le bien-être au travail, pour résumer un peu la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est faire en sorte que l'humain au travail puisse avoir tout, tout ce qui contribue à développer son potentiel, sa capacité à produire, sa capacité à interagir socialement correctement avec les autres. Et ça vient bien au-delà de l'absence de maladie ou d'infirmité. Mm. Hein. C'est-à-dire que il faut que chacun, même ceux qui ont une fragilité ou autre, puissent aussi avoir accès à ce bien-être au travail. Mm. Alors, il y a d'autres notions aussi, hein, qui touchent au monde du travail. Il y a aussi cette notion de plus en plus, au-delà du bien-être, qui est cette notion de qualité de vie au travail. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes dans la semaine de la qualité de vie au travail, Mhm. où on voit pas mal d'actions qui sont mises en place. Qui dit la qualité de vie, dit des cercles de pensée où on essaie de favoriser dans l'amélioration continue de cette vie au travail en conciliant davantage aussi la vie professionnelle et la vie privée. Et puis il y a les démarches de prévention, donc qualité de vie au travail qui est portée par le réseau ANACT, hein, donc l'Agence d'amélioration des conditions de travail. Et puis il y a aussi les démarches qui poussent à mettre en place des démarches de management de la santé et sécurité au travail, des démarches de prévention des risques psychosociaux en entreprise qui, là, sont portées par mes collègues, hein, et moi-même au niveau national. Donc, ce sont des démarches qui dépendent de l'assurance maladie de la sécurité sociale, donc portées par la Caisse nationale d'assurance maladie, et particulièrement la partie risque professionnel, donc, et par l'Institut national de recherche et de sécurité Mhm. qui dépend du même réseau. Et ce sont des démarches que l'on promue, que ce soit l'une ou l'autre, au sein des entreprises et dans les milieux de travail. Est-ce que du coup, un salarié qui éprouve un sentiment d'épanouissement, de satisfaction, est-ce qu'on peut associer ce sentiment justement au bonheur? Est-ce que si un salarié perçoit ces sentiments quand il va au travail, est-ce qu'on peut associer cela? Oui. On peut dire que c'est le bonheur. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui va au travail et qui a envie d'y retourner, qui le matin arrive au travail, se dit
quand il quitte son travail, il se dit, ah, il a l'impression de quitter quelque chose pour lui qui est fort. Quand il a envie de retourner, il a envie de revoir ses collègues, il a envie d'interagir avec ses collègues, il s'entend avec ses collègues, on a envie de produire ensemble, on est motivé à créer de la valeur, à créer de l'innovation, à créer de la performance ensemble. On a aussi cette forme de solidarité que l'on retrouve quand on développe du bonheur au travail. On a envie aussi on va dire, on est solidaires entre nous. Cette solidarité fait qu'en fait, il n'y a plus de compétition. On est ensemble et on forme le même bateau. On aime se retrouver, on aime partager des moments ensemble, on va manger ensemble le midi, on est heureux d'être ensemble. Et c'est ça, ce sentiment qu'on peut développer. Et des fois, ça va même au-delà du cadre du travail, où les gens se retrouvent le soir, on voit se développer de plus en plus des phénomènes, after work, etc., qui favorisent ces lieux d'échange et de bonheur au-delà du travail. Alors, mais avant d'arriver justement à ces possibilités-là, qui n'existent pas dans tous les secteurs, comment on fait pour développer ce sentiment dans le milieu du travail? Et pourquoi aujourd'hui c'est nécessaire de développer le sentiment du bonheur? Parce qu'on entend de plus en plus parler de bonheur. Voilà. Est-ce qu'il y a en même temps, je pose encore une autre question, est-ce qu'il y a des articles qui vont en ce sens? Est-ce qu'il y a des articles de loi sur le bonheur? Parce que c'est quand même quelque chose qui devient présent dans le milieu professionnel, alors qu'avant, on ne parlait pas de ce sentiment. Alors, pour expliquer un petit peu ce sentiment de bonheur, on l'a tous connu. Pour ceux pour toi-même, on l'a tous connu le jour où on a signé notre premier contrat de travail, où là, on sort d'une forme de sentiment de quelque chose, du monde qui nous tombe sur la tête parce qu'on ne trouve pas de travail, on a du mal à en trouver, et hop là, ah voilà, enfin, je fais partie de ceux qui font partie de la vie active. Je suis plus celui qui est peut-être qu'on n'arrive pas à sélectionner. Donc, effectivement, le jour où on signe le contrat de travail, il y a une forme de bonheur qui se développe aussi bien pour nous-mêmes, en tant que personne reconnue par la société, reconnue aussi par son employeur nouveau, reconnue aussi par... Ce jour crée aussi du bonheur au sein des proches qui sont contents. Enfin, il va pouvoir s'épanouir. Enfin, il pourra être socialement introduit. Et puis, bien sûr, il pourra être il pourra s'autofinancer. Ce sentiment de cette intrusion de contrat de travail, qui est un moment fort, va aussi lier une relation qui fera que les futurs collègues sont contents de recevoir un nouveau collègue, un nouvel arrivant au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est sûr que cette arrivée va entraîner que du bonheur. Alors, comme tu disais, au-delà de tout ça, le travail peut générer du bonheur. Bien au-delà de cette notion de rapport du contrat de travail, dans certaines entreprises, il y a des couples, des relations qui se sont créées, des relations familiales. Je prends un exemple. Moi, si les anciens collègues de mes parents, je les considère des fois au même niveau que des oncles et des tantes. C'est des très proches. Les enfants, on se connaît. On se voit jusqu'à présent. Lorsque ils sont décédés, les collègues de mes parents, on était dans les moments les plus importants, dans les mariages, etc. Et c'est ça. Donc, le travail contribue à ça. Et puis, il y a des couples qui se forment au travail, des collègues qui se sont rencontrés grâce au travail, qui se sont mariés grâce au travail. Et ce qui est très intéressant, et donc le travail, oui, produit du bonheur, les enfants de ces personnes, de cette union, ont aussi trouvé
une activité au sein de l'entreprise. Alors, j'ai des exemples dans l'entreprise dans laquelle je suis, à la Sécu, mais si on regarde bien dans les corporations, dans certaines activités professionnelles, comme à la police, on est policier de génération ou pompier de génération en génération. Ça veut dire que le travail va forge et inscrit dans la famille et génératrice de bonheur. Hein. Et aussi peut être génératrice de son contre-mot qui est le malheur. Hein. Donc, mais il faut vraiment aujourd'hui que le travail soit générateur de bonheur. Alors, pour répondre à ta question sur les articles, effectivement, il y a des articles qui peuvent toucher à cet aspect, des articles qui portent sur la qualité de vie au travail, sur les démarches de prévention des risques psychosociaux, des meilleures conciliations vie professionnelle, vie privée, et puis on peut trouver les nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, il y a pas mal d'articles qui touchent à cette notion de recherche de bonheur et de performance au sein de l'entreprise que l'on peut regarder, explorer, et on peut s'enrichir de certaines choses. Je voudrais quand même qu'on revienne sur la première question, sur le comment et pourquoi, en fait, il est nécessaire de développer le bonheur. C'est vrai que tu as donné des données qui prouvent que le bonheur que le travail, pardon, peut contribuer au bonheur. Il y a des générations qui se suivent dans une même filière, dans un même secteur. Il y a parfois des rencontres de couples, mais nous savons aussi que la réalité du travail est tout autre. Les gens sont un peu plus individuels aujourd'hui. Il y a la configuration des bureaux, des espaces. Voilà, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que de façon générale, parfois, il y a des gens qui ont du mal à aller au travail, alors que le travail peut être une source de bonheur. Tout peut être mis en place aujourd'hui pour qu'un salarié soit épanoui, soit à l'aise dans ses fonctions. Si bien que, surtout s'il y a des fonctions qui sont très importantes, hein, donc il y a besoin de moments d'espace, de cohésion. Quand on regarde, par exemple, la configuration dans laquelle nous travaillons dans le système français, elle est loin des autres configurations de d'autres pays. Il n'y a pas d'espace où on peut se reposer, se détendre. On a quand même une cafétéria qui nous permet d'avoir un peu de cohésion dans certaines entreprises. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ce point-là, qui est quand même important, parce que ce sont des éléments qui, je pense, peuvent aider le salarié à se sentir bien au travail et justement à se relâcher, entre guillemets, bien sûr, pour un épanouissement, en fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'ai parlé des démarches, certaines démarches, mais il y a d'autres démarches aussi, qui est par exemple l'ergonomie, favoriser l'ergonomie au travail, la prévention des troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est le retrait du salarié par rapport à certaines nuisances au travail. Mais il faut savoir que dans cette notion de pourquoi il est nécessaire, hein, dans l'entreprise de développer ce type de démarche. Parce que, en fait, j'ai un petit peu abordé ce sujet, le contre-pendant du bonheur, c'est le malheur. Et le malheur se traduit par quoi? Par celui qui vient au travail et qui a la boule au ventre, qui n'a pas envie d'y mettre les pieds parce qu'il est mal, il se sent mal, le travail détruit sa santé. Il y a derrière ça, quand j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de faire, il peut avoir un phénomène d'auto-sabotage. Je sabote, je détruis mon travail parce que je considère qu'il n'est pas reconnu, je considère qu'il n'est pas valorisé, mais je détruis aussi celui des uns et des autres, je détruis la réputation des uns et des autres, je sabote tout. Il y a aussi cette notion de destruction, qu'est-ce qui va entraîner principalement dans le cadre du travail? Il va entraîner aussi le conflit. Et le conflit au travail se traduit essentiellement par des procédures juridiques qui sont très longues, très chronophages, et qui, des fois, gangrènent le milieu du travail. Au-delà même du conflit et de ces problématiques juridiques, comme je disais, le malheur, là, ce sentiment que le travail me fait du mal, va arriver jusqu'à la réalité, c'est-à-dire la maladie. On risque d'être malade, de se sentir pas bien, donc c'est toutes les pathologies psychologiques, burn-out, troubles du sommeil, etc., addiction parce qu'on n'arrive plus à dormir, donc on prend du café, etc., on prend des insomnies, des produits qui vont favoriser le sommeil, etc., qui sont très destructeurs et qui sont chimiques.
Mhm. Donc, et donc, ça va entraîner, et c'est là que pour l'entreprise, on voit bien que sur l'aspect chronophage des procédures, mais aussi ça va créer de l'absentéisme au travail. Donc, le chef d'entreprise devra encore déplacer son service RH qui est déjà gangréné par des procédures juridiques, Mhm. devra organiser avec son service des ressources humaines Mhm. pour renflouer, retrouver des compétences, retrouver de la ressource pour pouvoir créer de la valeur. Mhm. Et en fait, cette complication et cette absence régulière d'un salarié au travail, Mhm. si derrière on met pas en place des démarches de prévention favorisant la réinsertion et le maintien professionnel et le maintien dans l'emploi, Mhm. eh bien, ça va se traduire par une rupture Mhm. de la relation de travail qui se traduit par le contrat. Mhm. Donc ce contrat qui au départ a créé du bonheur, etc., Mhm. eh bien, la rupture de son contrat, eh bien, c'est la fin et qui ça conclut cette notion de différence qui est au travers du malheur au travail. Hein. Alors, c'est sûr qu'un chef d'entreprise, précisément répondre à la question, Mhm. un chef d'entreprise a tout intérêt à créer du bonheur au travail parce que c'est là qu'il va créer de la performance. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que justement, les chefs d'entreprise, hein, ou bah, les responsables, peu importe, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a une nécessité, en tout cas, de développer ce sentiment de bonheur dans l'entreprise? Est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce que c'est encore, il faut de la sensibilisation, il faut communiquer autour? Est-ce que... Je pense que quand on est responsable d'une grande structure, où effectivement l'absentéisme fait mal à Mhm. plusieurs niveaux, parce que ce que vous coûtez à l'assurance maladie en matière de risque professionnel, vous le Mhm. payez directement par le biais des cotisations sociales, au-delà d'un certain nombre de les entreprises de plus grande taille. Mhm. Donc, dans ces entreprises de plus grande taille, inévitablement, on se voit se créer des cellules bien-être au travail Mhm. Oui. pour essayer de favoriser Mhm. le fait que les salariés soient bien au travail, parce que ça coûte à l'entreprise. Dans ces entreprises-là, on voit aussi des fois des médecins du travail qui sont des médecins de l'entreprise. Hein. Mhm. On voit aussi des indicateurs réguliers de santé au travail qui sont accessibles à tous. Ce sont des indicateurs que l'on suit. Mhm. La petite entreprise, je pense que, en fait, c'est mutualisé. Mhm. Cette notion de sinistralité est mutualisée. Là où, effectivement, le chef d'entreprise, lui, est moins sensible, Mhm. c'est surtout dans des petites structures. Par contre, il y a des chefs d'entreprise de petites structures qui ont compris que cette notion de bien-être et de bonheur au travail, cette notion de bonne santé, de Mhm. sentiment de bonne santé, contribue à accentuer la productivité et la performance de l'entreprise. Alors nous formons, nous, que toutes les institutions, la CGSS forment les employeurs, mais aussi les instances représentatives du personnel à intégrer ces notions dans leur organisation. Mhm. Et puis, il y a d'autres partenaires aussi qui forment. On a des cabinets conseils qui travaillent avec nous. On Mhm. a des organismes de formation que nous habilitons, que nous référençons, qui accompagnent les entreprises sur ce sujet-là. Alors, c'est vrai que l'idée aussi est de faire en sorte que le chef d'entreprise puisse être sensible à cette chose-là et qu'il puisse s'engager dans ces Surtout démarches. ça. Voilà. Mhm. Mm. Très bien. Donc, concrètement, à quoi ressemble le bonheur, en fait, Alors, au travail? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette notion de bonheur au travail, hein, si on regarde bien, déjà, le monde a changé. Mhm. Le monde a beaucoup changé. On est dans un monde où, effectivement, il y a les conflits entre les générations, hein, entre les jeunes et les nouveaux qui n'ont pas les mêmes attentes au Mhm. travail. Mhm. D'ailleurs, cette notion, avec tout ce qui est venu, le Covid, Mhm. qui a entraîné le confinement, donc le télétravail, Mhm. le travail chez soi. Mhm. Il y a aussi
certaines choses qui se sont renforcées, la distanciation. Les rapports sociaux au travail sont différents. On communique davantage par des moyens numériques que des moyens humains. Il y a d'autres notions aussi qui viennent. Il faut savoir que dans le travail aujourd'hui, à l'époque, ce qui était marchand, c'était la force physique. Aujourd'hui, c'est la puissance intellectuelle qui est marchande dans le monde du travail. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi derrière cette notion d'alliance et de nouvelles formes du travail, c'est que derrière cette puissance intellectuelle, ce qui a beaucoup changé, c'est la vitesse au travail. Aujourd'hui, on est performant au travail quand on est très rapide. Donc, ça veut dire que le modèle de management doit évoluer. Les attentes ne sont pas les mêmes. À l'époque, un salarié attendait un salaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend essentiellement du sens et de l'épanouissement au travail. Quel est le sens de mon travail? Est-ce que le travail que je fais est dans le sens d'un avenir? Est-ce que c'est dans la vision de ce que l'on attend? Il ne cherche pas, il recherche des opportunités au travail. La notion du chef de l'époque n'est plus la même. C'est fini. Celui qui se dit « je suis le chef », il n'a pas compris. Ce que les jeunes générations recherchent aujourd'hui, c'est essentiellement peut-être quelqu'un qui accompagne sur l'appropriation des codes. Parce que les jeunes générations, des fois, ont des codes propres, mais ils n'ont peut-être pas les bons codes au moment où il faut les mettre en place. Ils ont les codes de leurs réseaux sociaux, mais dans la vie relationnelle, il y a des codes qui sont peut-être différents. On n'est pas dans un réseau social quand on est dans la vraie vie. Donc, ce qu'ils attendent, c'est un manager qui va peut-être les coacher, qui va aussi faire en sorte que ce manager qui est un véritable coach, comme au moment de la Coupe du Monde, on identifie celui qui a des talents, on identifie celui qui a des prédispositions, celui qui a des dons, celui qui a une vocation. Eh bien, le rôle du manager, c'est de prendre le bon acteur et le positionner dans l'entreprise en fonction de ses talents, de ses vocations et de ses dons au bon endroit. Et c'est là qu'on va favoriser le fait qu'il soit dans du bonheur. Ça veut dire que le management aujourd'hui n'est plus le même. La notion de chef, c'est fini. On est dans une approche qui est d'abord une approche orientée vers je dois faire en sorte que mon collaborateur puisse développer le maximum son potentiel. Et d'ailleurs, ça répond aussi à la volonté de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de faire en sorte que si on est bien au travail, on développe son potentiel. Et puis, donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le jeune, ce qu'il recherche, c'est l'épanouissement. Et si on arrive à donner aux jeunes l'impression ou vraiment la réalité de s'épanouir au travail, eh bien, il sera heureux d'intégrer ce monde du travail, heureux d'y être, heureux d'échanger avec les autres, surtout que le genre, l'approche du genre dans les nouvelles générations est des fois très différente. Hein? On parle de cette approche du genre qui est peut-être pas celle de nos parents. Eh bien, quand il retrouve des entreprises où il a accepté en fonction de son approche du genre, eh bien, il est heureux d'être dans cette entreprise. Très bien. Une question au niveau du management. C'est vrai tu expliquais on a tout intérêt en fait à revoir ce positionnement. Ce n'est pas le management d'avant, mais encore une petite question un peu piquante, un peu poussante. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise en fait ont cette conception en fait du management? Parce qu'il y a quand même on a quand même alors on a fait allusion au malheur tout à l'heure. Mais dans certaines entreprises, il y a des personnes quand même qui font des tentatives de suicide. Donc ça veut dire que le bonheur n'y est pas. Cette personne se sent plutôt malheureuse, hein. Elle se sent seule, isolée, au point à vouloir mettre fin à ses jours. Voilà, en tout cas, il y a une tentative, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, ceux qui managent, qui dirigent les entreprises, est-ce qu'ils sont vraiment conscients qu'il faut revoir leur posture et qu'on n'est plus dans cette posture de chef? Oui, alors c'est vrai que cette notion de passage à l'acte,
ou de tentative de passage à l'acte, qui est à un certain moment, à un moment donné, comme j'ai expliqué, le contrat de travail, il est établi, on est heureux. En fait, la relation de travail commence. Cette relation de travail, qui est plutôt une relation équilibrée au départ, est basée sur quoi? Je suis chef d'entreprise, je décide de vous autoriser et à investir sur vous dans le but de recevoir de la valeur. Le salarié qui intègre ce monde du travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner au maximum dans le but de rendre la valeur qu'il reçoit. La relation de travail équilibrée. Là où elle va se déséquilibrer, c'est quand on sera dans un premier temps, et des fois ça arrive très vite, face à quelqu'un qui voudra dominer dans le but de recevoir plus que ce qui est établi par cette relation de travail. Cette relation de travail, pour qu'elle se rééquilibre, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui ose, qui souhaite donner au détriment. Là où ça va se compliquer encore plus, c'est que certains voudront prendre de façon très abusive des choses que l'autre n'a pas envie de donner. Jusqu'à un moment donné, la personne donnera ce qu'elle n'a pas envie de donner parce qu'elle est face à une situation où elle n'a peut-être pas le choix, où elle est dans une forme de grande générosité. Mais attention, à un moment donné, il y aura le moment de la vengeance. J'ai trop donné. Je ne veux plus donner. J'en ai trop fait. Et là, la personne qui a toujours été dans une forme de générosité, d'approche du travail très volontaire, etc., va se retrouver dans une forme de vouloir se venger, de récupérer tout ce qu'elle a donné. Et si en face d'elle, on n'est pas face à quelqu'un qui a compris qu'effectivement, il y a eu de l'abus et qu'il faut faire preuve de bienveillance vis-à-vis de cette personne, eh bien, inévitablement, on arrivera à la rupture de ce contrat de travail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les relations de travail, en fonction des évolutions de tout ce qui se passe, parce que cette notion de vouloir prendre peut venir du supérieur hiérarchique ou du collaborateur. Tout à fait. La prédation ou autre. Tout à fait. Voilà. Ou celui qui est dans une sur-autorité. Et aujourd'hui, dans la relation de travail, on parle d'intelligence des émotions. C'est-à-dire, il faut toujours savoir à quel moment l'un et l'autre se situent. Et toujours prendre la position la plus adaptée. Alors, malheureusement, pour l'instant, l'intelligence des émotions ne peut pas se faire assister par l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'il faut former et apporter ces compétences aux entreprises. Et pour répondre plus précisément à ta question, ben, aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a compris doit permettre à ses managers de pouvoir avoir la bonne attitude, développer l'intelligence des émotions et les accompagner dans ce sens-là, donc des nouvelles formes de management. Et puis, il y a d'autres approches pour être un peu plus précis. Le monde du travail n'est pas fait toujours pour le plus faible. Le manager doit aussi apprendre à tirer le plus faible vers le haut, descendre de la marche. Hein? On est d'accord. Et retourner vers le plus faible et lui l'apprendre à remonter vers le haut. Donc, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement, c'est des compétences, c'est beaucoup de choses. Faut apprendre à ce collaborateur. Et c'est comme ça que l'on pourra générer, même pour le plus faible, du bonheur au travail. Est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a une classification du bonheur? Est-ce qu'il y a différents types de bonheur? Est-ce qu'on peut avoir une typologie du bonheur? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de classification du bonheur au travail. J'ai un peu parlé des relations. Dans les classifications, je vais parler plutôt des formes de relations qu'il pourrait avoir dans le cadre du travail. Il y a la relation qui est formelle, qui peut générer plus ou moins du bonheur si elle est très cadrée. La relation managériale, la relation avec le client. Hein, ce sont des relations formelles dans le cadre du travail. La relation
en tant que de fournisseur. Par exemple, quelqu'un vient chez vous, un fournisseur vient, dépose des produits, il faut qu'il ait que la relation avec ce fournisseur soit plus ou moins cadrée. Il a un lieu où il garde, qui est défini, il n'a pas besoin de sonner, etc. Il y a les relations commerciales, les relations partenariales. Mon partenaire, il faut que c'est un partenaire qui m'apporte beaucoup de choses. Il faut qu'il soit heureux quand il vient chez moi. Il y a aussi les relations avec la gouvernance, donc ceux qui administrent, les relations individuelles que l'on a, ça, ce sont des relations formelles que l'on a dans le cadre des entretiens d'évaluation. Hein. Donc, il faut coder tout ça dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on forme les managers à faire ces entretiens d'évaluation. Ça doit être un moment de partage heureux, hein, où la personne est évaluée. Il y a les relations collectives aussi lors de réunions. Alors, les relations collectives sont de plus en plus en distanciel avec ces nouvelles formes de travail. Donc, on retrouve des relations en visio, des relations aussi de formation, des formations qui étaient des relations de travail collectives, qu'on retrouve aujourd'hui en distanciel, des relations en e-learning. Et puis, des relations habituelles, on recevait du courrier à l'époque, aujourd'hui, c'est des boîtes mail. Donc, il faut que toutes ces relations soient plus ou moins formelles, soient plus ou moins cadrées. Et puis, il y a aussi les relations informelles. Alors, les relations informelles, je peux poser la question, comment on peut le quantifier, comment on peut le savoir? Eh bien, les relations informelles, ce sont ceux qui sortent un petit peu du cadre du travail et qui favorisent le lien collectif. Et ce sont ces relations qui sont génératrices de bonheur. L'entraide, c'est une relation complètement informelle. C'est une forme d'autonomie que chacun des salariés peut avoir. Il y a aussi l'humour. Quelqu'un qui vient, qui aime beaucoup amuser, ben, ce sont des relations qui créent du bonheur. C'est très, très bien de rire au travail, prendre le temps de rire au travail. Il y a la solidarité. Nous sommes solidaires entre nous. On se soutient. On a aussi la reconnaissance. La reconnaissance, effectivement, c'est un bon collaborateur, très rigoureux. Le respect. Hein? Le fait de la loyauté. Et puis, en contrepartie, le contrependant de cette quantification du bonheur, c'est les relations toxiques. Les clans. On a un clan, nous sommes forts entre nous. On médit. La médisance. L'isolement, on place les autres en isolement. On harcèle, ce sont ceux qui prennent de façon abusive. On est agressif. Et on favorise le conflit. Ce sont des relations que malheureusement on n'arrive pas toujours à pouvoir quantifier, quoique aujourd'hui, dans le mode de gestion des services de ressources humaines, on essaie de quantifier aussi les conflits, c'est toute cette notion qui peuvent être des situations où la relation toxique est identifiée. Alors en Martinique, si je peux en parler, en Martinique, effectivement, quand tout se passe bien, on a tendance à être très solidaire. On le voit au travail, quand tout se passe bien, on a tendance à être vraiment solidaire quand ça se passe bien. Par contre, quand ça se passe mal, des fois, en fonction de certains paramètres sociaux, eh bien, la solidarité peut être moindre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Martinique, on est sur un territoire où tout le monde se connaît et on a souvent peur du qu'en dira-t-on. Donc, c'est pour ça que quand ça se passe mal, eh bien, on a tout de suite tendance à se désolidariser parce qu'on sait que, bon, la rumeur risque d'avoir un impact fort. Il y a peut-être aussi la peur de l'affrontement aussi, hein, peut-être au niveau de la population. Il y a une peur qui est là, bon, ça c'est encore une autre thématique, mais une peur qui est là, qui est présente et qui malheureusement se transmet de génération en génération. Mais ça, c'est encore notre débat. Une dernière question, parce qu'on arrive un tout petit peu au terme de notre émission. Il y a tant de choses à dire sur le bonheur à convaincre. Alors, au niveau des relations humaines, voilà, déjà entre les salariés, la relation, on l'a dit tout à l'heure, hein, tu l'as dit en large, la relation du patron avec son salarié, son employeur. Comment on peut, qu'en est-il de ces relations humaines? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui aussi pour que les choses avancent, hein, pour qu'on puisse
avoir ce sentiment de satisfaction quand on va au travail, être à l'aise, parce que mine de rien, on y passe beaucoup d'heures quand même. Tout à Du fait. lundi au vendredi, ou peut-être pour certains, du lundi au samedi. Et voilà, donc on passe beaucoup de temps avec des personnes qui ne sont pas forcément proches Oui. de nous. Et il faut quand même de la cohésion. Il faut qu'on se sente bien. Il faut que, voilà, quand on retourne chez soi, voilà, qu'on ne retourne pas de façon aigrie, comme on dit chez nous, ni frustré, quoi. Il faut qu'on se sente bien par rapport déjà à la tâche de travail qui attend l'employeur. Alors, c'est vrai que l'idée aussi, c'est d'avoir toujours le regard orienté vers l'avenir et surtout d'avoir des solutions concrètes par rapport à cette notion de comment, dans mon entreprise, au-delà de donner des bons codes à mes managers, comment je peux faire en sorte que les gens soient heureux à leur poste de travail. Ça commence déjà au moment du contrat. Attention, on ne recrute pas quelqu'un en le plaçant à un poste. On recrute quelqu'un en fonction de ses talents, de ses compétences, de ses prédispositions. Donc, le fait de faire ce qu'on appelait à l'époque le passe-doigt, il vaut mieux éviter ça parce que vous pouvez positionner quelqu'un dans une activité et ce sera le pire malheur qu'elle va trouver dans cette activité. La deuxième chose, c'est par exemple éviter les écarts. Quand vous avez un collectif de travail, il est important d'éviter les écarts trop importants. Il faut avoir ce qu'on appelle d'équité de traitement dans le cadre du travail. Il y a aussi le fait de favoriser dans les entreprises la promotion interne. Je me souviens, j'ai eu un collègue de travail que je manageais depuis des années. Il n'a jamais évolué. Il partait à la retraite. Il n'avait pas eu l'occasion de connaître la satisfaction de changer d'échelon, de niveau, de compétences. Ben, juste avant de partir à la retraite, j'ai dit non. Je lui ai permis. Il était heureux. Il a enfin connu ce sentiment. Il y a aussi le fait de donner de la perspective, de donner du sens au travail. Le manager doit prendre le temps de donner le sens. À quoi sert mon travail? À quoi sert mon travail par rapport à la vision future que l'on doit avoir de cette société? Il y a le fait de supprimer les privilèges. Il y a certains salariés qui ont un privilège au travail, qui bénéficient de choses que les autres n'ont pas. Eh bien, justement, ça donne un sentiment de manque d'équité. Alors, favoriser l'autonomie, le fait que chacun puisse agir le plus en autonomie au travail, autonomie individuelle, autonomie de groupe, prendre des bonnes initiatives, augmenter la transparence avec les collègues, dire la vérité, ne pas être... vous savez, quand vous ne dites pas la vérité, ça se c'est toujours d'une façon ou d'une autre. Des fois même, en sortant du bureau, oui. Voilà. Donc, favoriser la vérité, donner vraiment le sentiment aux collaborateurs, même si ce n'est pas grand-chose, mais que le peu qu'ils font est vraiment utile pour le travail. L'écoute et favoriser la confiance. La confiance, c'est la base de la loyauté. Faire en sorte que les gens, vos collaborateurs, faire en sorte que le collaborateur ait confiance en son manager, confiance en l'entreprise. Utiliser les bons mots au bon moment. Dire ce qu'il y a à dire au bon moment. Je prends un exemple simple. Supposons qu'un collaborateur vient de perdre sa mère. Ce n'est pas le moment de lui dire ben, peut-être qu'il faudrait te corriger sur ces points-là ou ces points-là. Donc, toujours utiliser le bon mot. Donc, avoir les signaux des rapports sociaux. C'est ce qu'on appelle l'intelligence des émotions. Il y a aussi identifier les relations respectueuses et les mettre en avant. Quand vous voyez qu'un collaborateur utilise les bons codes, a les bonnes valeurs, utilise le rapport intelligent au travail, eh bien, il faut le mettre en avant et peut-être le mettre en avant auprès des autres, en disant voilà ce que j'attends de vous. Il y a aussi prévenir les tensions. Quand on voit que il y a des tensions qui vont émerger, ne pas les laisser s'envenimer. Donc, quand on les a identifiés tout de suite, avec l'appui des services RH, après, avec l'appui des services communication, avec des fois aussi l'appui des IRP par le biais du CSE, on voit qu'il y a des compétitions d'entreprises
Hein? Il y a le fait de faire des ateliers ensemble, des ateliers de massage, des ateliers de discussion, favoriser les échanges, etc. Mais quand on voit qu'il y a un conflit, tout de suite, enclencher ces mécanismes. Et puis, enfin, et c'est surtout là, le rôle du manager, c'est de booster et de faire en sorte que les collaborateurs soient performants, donc de booster la performance en entreprise. Alors pour ça, il y a des formations, il y a des éléments. Je ne vais pas parler de tout ce qui est aussi renforcement des collaborateurs eux-mêmes, c'est-à-dire les outils comme Mon Soutien Psy, qui permet à un collaborateur d'accéder à un psychologue quand il se sent en difficulté, hein, quand il se sent malheureux. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont ouverts par l'assurance maladie. Il y a aussi des cellules bien-être au travail qui se développent dans les entreprises. Et puis, il y a aussi des cabinets conseils externes qui se développent. Et puis, bien sûr, on ne peut pas oublier le médecin du travail, qui est un collaborateur important. Il y a tous les préventeurs de la CGSS qui peuvent apporter du conseil. Et puis, bien sûr, j'insiste aussi, les aides financières que nous apportons les entreprises pour aider les entreprises à s'équiper de moyens qui aussi favorisent le bonheur. Très bien, on arrive au terme de notre émission, donc on espère que toutes ces préconisations seront entendues et appliquées. Un dernier mot pour la fin concernant le bonheur, une citation, une pensée, Ce que je peux dire sur le bonheur au travail, d'une façon générale, hein, c'est-à-dire que celui qui pense toujours positivement ne peut que favoriser le bonheur autour de lui. Et je rappelle que nous ne pouvons pas imaginer que nous sommes simplement ensemble dans le cadre du travail. Nous sommes peut-être une goutte d'eau, mais pour pouvoir faire un océan, il faut être plusieurs. Et pour que cet océan puisse fonctionner, pour que les éléments puissent fonctionner, il faut toujours se dire qu'on est dans une démarche collective, ensemble. Et il n'y a rien de plus beau, surtout dans un territoire comme le nôtre, d'être heureux ensemble parce que, inévitablement, il y a la relation privée, dans la vie privée, mais il y a aussi la relation au travail. Inévitablement, nos enfants connaîtront peut-être aussi les enfants de notre collègue dans le cadre du travail ou à l'extérieur du travail. Et des fois, les relations peuvent être entravées par rapport à ça. Donc, j'ai tout intérêt à dire à tout un chacun de travailler sur son approche collective, son approche individuelle par rapport au bonheur. Et puis, bien sûr, il faut toujours conserver le regard orienté vers l'avenir et essayer de ne pas toujours penser avec des idées, des images du passé, ce qui s'est passé, Regarder l'avenir et générer de l'amour et de la lumière dans le cadre du travail. Voilà ce que je peux dire. Merci Julien, on est tous motivés pour lundi. Merci Julien. Eh bien, merci beaucoup. Oui. À très bientôt.